Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, on reçoit une invitée, Marie-Soleil, qui va venir nous parler de son expérience de proche aidante avec une personne qui est en soins palliatifs. Donc, elle va nous expliquer un petit peu son histoire, nous parler de ses défis, de des conseils. Elle va vraiment faire le tour de son expérience générale. On t'écoute, Marie-Soleil. Allô! Merci de m'accueillir ici aujourd'hui. Pour mettre en situation aussi mon contexte familial, en fait, nous, on est quatre enfants. Nos parents sont divorcés depuis que j'ai 5 ans, donc ça fait plus de 30 ans. Alors, c'est sûr que, mon père n'avait pas une femme à ses côtés dans ce moment-là. En fait, il y en avait une, c'était moi. Mais tu sais, à la base, c'est ça, on est quatre enfants. On vit chacun des vies. Tu sais, j'ai deux frères qui sont à l'extérieur. J'ai un frère qui est à Québec, mais qui a une compagnie. Moi, j'étais en séparation depuis le mois de janvier de la même année, avec un enfant de 6 ans. Puis, j'avais pas encore vraiment de domicile fixe à ce moment-là. Donc, tu sais, tout ça pour dire que euh, à travers, quand on vit des situations comme ça, en fait, on n'a pas, tu sais, on a une vie, on est en train de vivre, tout le monde a une vie. Puis, tu sais, c'est pas parce que un événement comme ça arrive que tout le monde doit arrêter de vivre, tu sais. Puis, pour aider cette personne-là qui est dans le besoin. Donc, je pense que l'idée, c'est vraiment de donner ce qu'on est en mesure de donner, ce qu'on a comme capacité, autant en temps que de la façon qu'on va le donner. Donc, dans cette situation-là, moi, personnellement, j'ai décidé de, en fait, de donner beaucoup en temps. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous nos propres défis à travers une situation comme ça qu'on a besoin d'aider des gens. On a chacun nos défis personnels, puis c'est important en fait de ne pas s'oublier dans tout ça. Donc, tu sais, on veut donner, puis je pense que, tu sais, c'est naturel. Tu sais, on aime la personne, puis on veut donner. Puis le fait que la personne qu'on aime est en train de vivre quelque chose, est en train de traverser une épreuve difficile, ben des fois, on oublie que nous, ce qu'on vit, c'est important aussi. Puis on minimise ce que nous, on est en train de vivre parce qu'on se dit, ben lui, c'est plus grave que moi, ce que je vis, tu sais. Fait que je trouve que c'est un élément qui est important à se rappeler dans ces situations-là, tu sais, parce que souvent, on va se sentir coupable de vivre notre vie, de profiter de la vie quand que l'autre personne est en train de mourir. Tu sais, elle est en train de vivre ses derniers moments, puis c'est vraiment très opposé là, comme situation. Mais c'est ça, moi, ce que tu sais, j'ai eu la chance d'avoir des gens, en fait, j'ai la chance d'avoir un entourage. Euh, Puis je dis la chance, mais tu sais, c'est une chance que j'ai créée, là, tu sais, dans ma vie. J'ai entretenu des belles relations autour de moi, autant familiales qu'amicales, même des relations de collègues de travail. Donc, tu sais, j'ai été bien entourée dans tout ça. Puis, tu sais, il y a, il y a des gens qui m'ont dit vraiment, qui m'ont donné des bons conseils à travers tout ça, tu sais, justement, tu sais, écoute, tu as le droit d'être en vacances, puis de faire des activités, puis d'avoir du fun, tu sais, puis de rire, puis de, de profiter de la vie, là, c'est ça, tu sais, de vivre ta vie, là, malgré que, tu sais, ton père, ben c'est ça, il est en train de mourir, ben, tu sais, j'avais un entourage, ça c'est
vraiment un des éléments qui m'a aidé beaucoup, moi, dans cette situation-là. Mais j'avais aussi commencé de mon côté personnel, tu sais, avec ma séparation, puis d'autres problèmes personnels. J'avais commencé quand même une thérapie, ça faisait 2 ans là, que j'étais déjà en thérapie, donc c'est sûr que j'avais aussi beaucoup d'outils qui étaient à ma portée à ce niveau-là. Parce que moi, ben, tu sais, j'avais décidé de commencer ce processus-là avant qu'il m'arrive cette situation-là, avant même de me séparer aussi. Donc, j'avais décidé de travailler beaucoup sur mon hygiène de vie personnelle. Donc, que ce soit de bouger plus, de manger mieux, de boire moins d'alcool, d'inclure dans ma vie la méditation. C'est tous des éléments qui, je crois, ont fait que j'ai été en mesure de bien accueillir cette situation-là je dirais, plus sereinement. Donc, puis ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille aux gens, tu sais, même, tu sais, avant même de faire face à des situations comme plus difficiles, parce qu'on ne sait jamais, là, tu sais, quand est-ce que ça nous arrive, puis, tu sais, la vie est difficile, là, tu sais, pour ne pas citer un livre qui le mentionne dans sa première ligne, un livre de psychologie que j'aime beaucoup, qui est Le chemin le moins fréquenté, je le nomme. Mais ouais, c'est ça. Donc, tu sais, la vie est difficile, fait tu sais, on va en vivre toujours des choses difficiles dans notre vie. Fait que je pense que, tu sais, pour être prêt à accueillir tout ça plus sereinement, comme je disais, tu sais, d'avoir sur une base de vie, sur une base quotidienne, des trucs comme ça, tu sais, de, de s'entraîner, tu sais, je veux dire, ça peut être juste marcher, tu sais, je veux dire, c'est vraiment de se connecter à soi, c'est d'être connecté à soi, c'est vraiment ça, c'est d'être à l'écoute de soi, puis, fait que, tu sais, ça permet que, justement, quand tu es en train d'aider quelqu'un, ben t'oublies pas de... Tu sais, ces petits moments-là que tu vas prendre pour aller marcher, pour méditer, pour parler avec quelqu'un, ben c'est des moments que tu prends pour toi. Tu sais, c'est des moments auxquels tu penses à toi. Puis, c'est vraiment à ne pas négliger. Puis, si j'ai parlé, tu sais, de consultation, de thérapie, de méditation, mais j'avais aussi beaucoup la lecture. Bien, j'ai nommé un livre, entre autres, mais la lecture, c'est quelque chose que j'aime aussi, qui m'aide beaucoup. Les podcasts, tu sais, on est en train d'en faire un, mais il y en a tellement aujourd'hui, tu sais, si tu n'as pas le temps de lire, tu veux pas prendre le temps de lire, parce qu'on dit tout le temps qu'on peut toujours trouver le temps pour faire quoi que tout ce qu'on veut, mais, tu sais, moi, sur la route, tu sais, j'avais 30 minutes de route à faire pour aller travailler, pour revenir, pour faire les allers-retours aussi à l'hôpital avec mon père. Tu sais, j'étais beaucoup sur la route. Fait que j'écoutais beaucoup de podcasts. Entre autres, Nicole Bordelot, là, c'est vraiment un de mes mentors personnels. Donc, elle, elle a vécu une maladie, là, avec la maladie personnellement. Donc, elle a vraiment un beau parcours. Puis justement, elle a des méditations aussi, puis des podcasts sur beaucoup de sujets, sur le lâcher-prise, sur la culpabilité, l'estime de soi. Donc, tu sais, c'est toutes des choses qui aident vraiment à vivre ces situations-là. Oui, c'est même des sujets qu'on aborde beaucoup ici au Cercle polaire pour les proches aidants. Là, c'est sûr qu'il y a vraiment des sujets plus globaux qu'on voit qu'il y a beaucoup de membres qui vivent. Tu sais, comme par exemple la culpabilité, tout ça. Puis je pense que ça nous amène même à notre prochain point Oui. que tu voulais nous partager, un petit peu des histoires justement qui font un lien avec plusieurs personnes qui vivent les mêmes situations, qui ont vécu le même genre de choses, même si c'est pas en soins palliatifs. Je suis certaine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont se retrouver dans qu'est-ce que Marie-Soleil va vous partager. Oui, bien, en fait, c'est ça, c'était surtout au niveau de la culpabilité, parce que je pense que c'est un sentiment qui revient beaucoup. En fait, tu sais, on parlait tantôt j'ai commencé avec ça, en fait, de ne pas s'oublier dans tout ça, parce que, justement, tu sais,
quand on pense à soi, c'est comme si on pensait pas à l'autre, puis là, on se sent coupable de pas penser à l'autre, puis on se sent coupable de penser à soi, puis c'est vraiment un cercle vicieux, là. Fait que, c'est pour ça que je trouvais ça vraiment important de parler beaucoup de ça, parce que moi, c'était quelque chose qui me touchait beaucoup là-dedans, puis que j'ai ressorti, en fait, de tout ça. Mais, tu sais, entre autres choses, d'autres exemples de culpabilité que j'ai ressentis à ce moment-là, en fait, c'était, ben, tu sais, mon père a demandé, quand il est rentré à l'hôpital, tu sais, il a exprimé à un de mes frères et moi-même que c'est important pour lui de ne pas être une charge, tu sais, puis que s'il devenait comme pas conscient, là, tu sais, inconscient, peu importe, il voulait vraiment partir, là, tu sais, il voulait pas devenir comme ça. Donc, c'était vraiment, tu sais, c'est ses dernières volontés, là, qui était, en fait, il nous en a pas demandé beaucoup. Mon père était un homme de peu de mots, donc ça a été quand même difficile à entendre, mais je pense que c'est ça qu'on doit faire, être à l'écoute, puis respecter les volontés de l'autre, même si ça va à l'encontre de nous, ce qu'on voudrait. Oui. Mais c'est ça, puis tu sais, entre autres, ben c'est ça, tu sais, mon père, lui, ce qui est arrivé, c'est que quand il a été en soins, quand on l'a transféré, en fait, de l'hôpital vers un autre hôpital qui avait un aile de soins palliatifs, bien, on aurait eu la possibilité au lieu d'aller dans une aile de soins palliatifs, de l'amener à la maison puis d'effectuer les soins palliatifs à la maison. Puis ça, bien, c'est quelque chose que mes frères ne pouvaient pas se permettre de faire et que moi non plus, je ne pouvais pas me permettre, en fait, c'était trop pour moi, là, tu sais, comme je disais tantôt, là, ma séparation, je n'avais pas vraiment d'appartement. En fait, mes frères et moi-même n'étaient pas en mesure d'offrir cette option-là à mon père, même si mon père, c'est ce qu'il aurait vraiment désiré, de retourner chez lui, être dans ses affaires. Mais il aurait vraiment fallu, tu sais, que nous, on soit là pour lui, puis nous, ben, avec tout ce qu'on vivait personnellement, on n'était pas en mesure de lui offrir ça. Puis ça, pour moi, ça a été vraiment difficile d'accepter que j'allais pas le faire, tu sais, puis que j'allais pas lui offrir ça. Puis la culpabilité vient avec, là, tu sais, de dire, OK, bien, j'aurais-tu pu, ou tu sais, même par après, des fois, tu te repenses à ce moment-là, puis tu fais comme, ah, j'aurais-tu pu faire ça, j'aurais-tu dû faire ça, tu sais. Mais au final, tu sais, non, tu sais, je me suis respectée dans tout ça aussi. J'ai respecté mes limites personnelles, puis c'est la même chose pour mes frères, tu sais. Puis un autre moment aussi, tu sais, qui a été difficile, c'est... je vous ai parlé tout à l'heure que mon père, tu sais, selon ses dernières volontés, tu sais, il voulait pas qu'on s'acharne, tu sais, à le garder en vie s'il n'était plus là mentalement. Donc, pour moi, ben, c'était clair que, dans le fond, si la situation arrivait, qu'il allait vouloir demander l'aide à mourir. Donc, quand on a fait le changement de l'hôpital vers aller aux soins palliatifs, il y a eu un ajustement au niveau de la médication. Puis mon père, tu sais, on n'en a pas parlé, mais tu sais, mon père, il a une personnalité quand même particulière, là. Il était maniaco-dépressif. Fait que c'est sûr que, tu sais, il y avait déjà une médication, lui, de base pour ça, tu sais, des anti-hallucinogènes ou plein d'affaires. Fait que, tu sais, il prenait vraiment beaucoup de médication. Pour son hypertension, plein d'affaires, là, de vieux, là, il allait avoir 75 ans, là, fait que... puis ça, ben, ça fait que là, quand tu ajoutes de la médication pour soins palliatifs, qui est comme, des antidouleurs, puis des choses pour dormir, parce que là, tu sais, quand tu prends des antidouleurs, ben des fois, ça active la personne. Puis là, ben ils dorment plus. Fait que là, tu sais, ça devient lourd pour le personnel, tu sais, d'avoir des gens qui dorment pas, là. Puis qui se sauvent de leur chambre, là. Puis ils vont comme un peu partout, là. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, on a remarqué, tu sais, vraiment un changement dans sa personnalité, là. On l'a comme perdu.
totalement. Moi, je suis allée le voir, là, puis il se rappelait pas de moi, là, genre, il se rappelait pas de mon nom, mais il se rappelait juste comme même pas j'étais qui, là, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment challengeant comme moment. Puis, c'était vraiment, je le reconnaissais plus, là, il se promenait dans sa chambre avec ses petits pots de pilules, puis, il avait l'air d'un enfant, il avait de la difficulté même à aller aux toilettes, là, tellement que il était... il y avait une régression là, mentale. Donc, moi, j'ai comme parlé avec les médecins, puis j'étais là, OK, qu'est-ce qui se passe avec mon père? Parce que là, c'est pas mon père, là. Est-ce que, genre, on peut voir qu'est-ce qui se passe? Fait que, il y a eu un processus de vérification parce que dans les moments que en fait, que le moment que le cancer évolue, parce que mon père il était atteint d'un cancer stade 4, donc métastase. Fait que des fois, ben, ça se répartit un peu partout, donc, voire même dans le cerveau. Donc, ça peut être ça qui est en cause de sa perte comme de comment je pourrais dire, stabilité émotionnelle, je sais pas comment dire ça, là. En fait, tu sais... Ces changements de comportement qui avaient été observés. Ouais. Donc, ils ont dit, ben on va lui faire un scan, du cerveau, à savoir s'il y a des métastases au cerveau. Fait qu'ils sont allés faire ces tests-là, puis il est revenu, puis il n'y avait rien. Fait que là, j'ai comme fait, OK, ben là, s'il n'y a rien au cerveau, là, il y a de quoi qui se passe, là, qu'est-ce qui se passe? Puis finalement, c'est la médication, on a comme... Ça a passé, ça a été long là, quand même. C'est un processus qui a duré peut-être un bon 2-3 semaines, que mon père, il était plus mon père, là, c'était pas chic là, à voir. Puis, quand on a fini par trouver comme la médication, ben en fait, je dis « on », mais j'ai aucun rapport là-dedans. Quand le personnel médical a réussi à trouver les bonnes doses, en fait, c'est ça, il y avait comme un surdosage, puis qui faisait que, ça le mêlait là, mentalement. Ils ont enlevé de la médication par rapport à ce qu'il y avait avant de sa condition de santé mentale, là, à la base. Puis ça l'a permis, c'est ça, de le retrouver, là, fait que là, à un moment donné, on l'a retrouvé. Puis à ce moment-là, ben c'est sûr que, le médecin, je l'avais mis au courant, que mon père voulait pas qu'on s'acharne et tout ça, donc le médecin, ça n'a pas pris de temps, là, 2 jours après, il m'a appelé pour me dire qu'il avait réussi à avoir toutes les bonnes réponses à ses questions pour lui accorder son aide à mourir. C'est une chose de se battre, puis de travailler pour que les dernières volontés de ton père soient respectées. Puis c'en est une autre comme que ça arrive, là, puis que tu as la date de son décès, puis que là, tu es face à ça. Puis, moi, personnellement, dans cette situation-là, je me suis sentie comme si j'avais participé, à sa mise à mort, là. Excuse-moi les mots, là, mais c'est exactement comme ça que je l'ai senti. Puis, j'ai un de mes frères qui était, qui me supportait beaucoup là-dedans parce qu'il était là quand mon père a exigé ça, mais j'en ai un autre, entre autres, puis qui n'était pas présent, mais à ce moment-là, puis je le comprends, là, d'avoir eu cette réflexion-là, puis je veux donc bien pas qu'il se sente coupable, de ce que moi j'ai ressenti, là, parce que ça m'appartient. Mais, moi, quand mon frère me dit, ben là, papa, il va bien, pourquoi qu'on demande de l'aide à mourir, Pourquoi que là, il profite pas de ces derniers moments, mais le pourquoi, c'est que, la maladie, ça évolue rapidement, puis, là, le fait qu'on ait baissé la médication, oui, il était présent mentalement, mais il avait mal, puis il fallait le soulager autrement que par la médication, que ce soit des massages, que ce soit, d'autres choses que le personnel pouvait faire, là, ou que moi, je pouvais faire aussi. Ouais. Mais, c'est ça, à ce moment-là, je me sentais vraiment coupable, je me sentais, vraiment responsable de tout ça. Mais, au final, ben c'est ça, je veux dire, je me ramenais beaucoup au fait que, j'avais respecté la volonté de mon père, puis mon père m'a aidé aussi beaucoup là-dedans, lui-même, a été un aidant dans moi, ce que je vivais,
Mais, tu sais, il m'a soulagée, je dirais, ma culpabilité en me disant, tu sais, ma fille, tu sais, si je pouvais me battre, je le ferais. Mais là, je peux pas. Tu sais, il n'y a rien à faire. Donc, ma vie, je l'ai faite, là. Puis, tu sais, je l'ai vécue, là. Puis, tu sais, là, je suis prête à partir, là. Tu sais, je préfère partir que de souffrir, là. Fait que, tu sais, ça m'a aidé à accepter tout ça. Puis c'est ça. Puis tu sais, la culpabilité, ben c'est ça. Tu sais, je pense que c'est important de la reconnaître. Tu sais, comme toutes les émotions qu'on vit, la première étape, c'est de la reconnaître, de la vivre, tu sais, se laisser la vivre. Puis après ça, ben tu sais, ça passe. Tu sais, c'est... De se relativiser aussi, là, de voir, tu sais, ça a été sa demande à lui. Il a eu des conversations probablement avec le médecin aussi. Il a confirmé que c'est ça qu'il voulait. Il a regardé avec lui une date aussi. Donc, à un moment donné, c'est ça, ça lui appartient aussi. C'est pas parce que tu as fait les démarches de l'aider que tout t'appartient à toi maintenant, là. Exactement. Un autre point aussi, c'est, tu sais, on parle beaucoup du jugement des autres. Fait que, tu sais, je pense qu'à la base, ce qui est à retenir, puis ça, c'est une personne proche à moi qui m'avait dit ça, mais tu sais, que c'est important de le vivre à sa façon. Tu sais, chacun à sa façon. Puis, de se respecter là-dedans. Puis, le fait de le vivre chacun à sa façon, ben va avoir quand même... justement, tu vas des fois sentir le jugement des autres envers toi, mais toi aussi, tu peux sentir tu peux avoir du jugement pour les autres. Par rapport, exemple, moi, ben, tu sais, on était 4, donc, tu sais, c'est sûr que les 4, avec chacun nos situations, on ne pouvait pas donner le même temps et donner de la même façon. Donc, ça, j'ai mentionné ça tout à l'heure, mais ce que ça fait, c'est que, tu sais, moi, ben, j'ai décidé de donner peut-être selon moi, selon ma perception des événements, tu sais, je pense avoir peut-être donné plus de temps que mes frères. Mais tu sais, je pense que c'est important là-dedans d'être dans la compréhension des autres, puis justement, tu sais, de faire attention au jugement qu'on peut avoir sur les autres, de se comparer. Tu sais, il n'y a pas de quantité, il n'y a pas de comparaison à avoir. Tu sais, tout le monde donne ce qu'il peut. Tu sais, puis c'est... J'ai envie de faire un parallèle comme à être parent, tu sais. Il n'y aurait pas de comparaison à faire avec comment que l'autre est comme maman puis comme papa. Tu sais, tu donnes ce que tu peux, tu donnes ce que tu es capable. Puis l'autre, ben il donne ce qu'il peut puis il donne ce qu'il est capable en fonction de, tu sais, oui, de ce qu'on vit, mais tu sais, de aussi ce qu'on est. Tu sais, notre bagage personnel, puis l'amour qu'on a à donner, ou, tu sais, on la donne pas toute de la même façon. Puis je pense que, tu sais, mes frères, ben oui, il y en a qui étaient... Pardon. Il y en a qui étaient plus loin, puis ils vivaient des... Tu sais, il y en a un qui faisait des travaux chez lui, l'autre, il travaillait comme un capoté, tu sais, je veux dire. Comme je disais aussi, l'autre, tu sais, qui avait son entreprise. Tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est juste comme chacun a donné, puis on s'est donné aussi à travers ça. Puis c'est important, je pense, de rester dans l'amour, dans tout ça. Tu sais, c'est déjà une situation qui est difficile. Tu sais, il ne faut pas, comme en plus, s'éloigner de nos proches parce que on a notre ego qui prend trop de place puis qui décide que, genre, hey, moi, là, je donne plus que vous autres, puis, tu sais, vous autres, vous pourriez en donner plus. Puis, tu sais, je l'entends tellement, ça, ces choses-là, des fois, dans des familles. Tu sais, j'en ai des amis qui vivent ça, là, qui vivent la même situation que moi, j'ai vécu il y a 2 ans. J'ai une de mes amies qui est là-dedans, puis, tu sais, de gens qui mettent de la pression aux autres. Ben là, nous, on est allés, ben là, c'est à ton tour, puis c'est à toi aussi de donner, puis... Hey, tu sais, c'est déjà assez difficile, là, ce qu'on vit, là. On est obligé, en plus, de mettre de la pression aux autres, puis d'exiger aux autres ce que nous, on donne, c'est pas correct, tu sais. En tout cas, moi, je trouve pas ça correct. Puis, je vais dire que je suis fière de moi, dans tout ça, de la façon que j'ai vécu ça. Je me suis respectée moi-même, mais j'ai respecté aussi les gens autour de moi avec ce qu'eux étaient capables de donner, tu sais. C'est vraiment ça l'important, là, d'avoir justement comme ses limites, ses frontières, puis d'y aller avec qu'est-ce
qu'est-ce que nous, on a envie de donner pour justement être en paix avec nous-mêmes, mais aussi en paix avec les autres. Exact. Donc, c'est ce qui conclurait le podcast avec Marie-Soleil. Merci beaucoup d'être venue partager ton expérience. Ça fait plaisir. Donc, on vous rappelle là, si jamais vous avez besoin d'aide, de nous appeler au Cercle Polaire. On fait du référencement, des rencontres individuelles. Donc, on va vraiment vous aider à trouver les bonnes ressources si c'est pas nécessairement nous. Puis, pour les urgences, là, n'oubliez pas que c'est le 911. Vous pouvez aussi appeler le 811 option 2. Puis, il y a aussi des lignes d'écoute là, qui existent, comme la ligne Père aidante que vous pouvez trouver sur notre Facebook. Puis, pour les calendriers aussi, des groupes du mois de septembre, ça se trouve aussi sur notre Facebook. Donc, merci et au prochain podcast!